Bonjour, donc je m'appelle Cyril Raymond et je suis actuellement en stage de 6 mois, stage de recherche au Japon. Bon, au début, j'ai choisi l'informatique plus pour me dire je vais trouver un travail. Et puis les années ont passé, donc après ma licence, je me suis orienté vers l'intelligence artificielle parce que j'ai trouvé que c'était un domaine qui apportait de nouvelles choses par rapport aux autres, que ce soit les réseaux informatiques ou cybersécurité par exemple, qui a besoin de constante évolution, de rechercher de nouvelles choses et de pouvoir en plus d'apporter ma vision. Un langage qui sera universel à l'avenir. Je veux dire, il y a énormément de langages, surtout avec les nouvelles technologies et avec les langages Internet sont très développés en ce moment. Et par rapport à l'intelligence artificielle, on peut techniquement créer un système intelligent avec n'importe quel langage. Il suffit d'avoir juste les paradigmes et les algorithmes qu'il faut. En intelligence artificielle, on va davantage utiliser le C++ ou le Python. Le C++ parce que c'est très robuste et que ça permet de faire des gros calculs. Et le Python parce que c'est très rapide d'utilisation, donc très, très utilisé en machine learning, deep learning, tout ce qui est à base d'algorithmes purs. Okay. Après, on peut citer d'autres, par exemple, logiciels comme NetLogo qui peut être utile pour les étudiants pour apprendre à simuler des systèmes et voir l'évolution d'agents dans un environnement. Du coup, par rapport à votre travail, est-ce que vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'IA, l'intelligence artificielle? C'est possible de donner une définition. Des philosophes, des chercheurs en informatique ont toujours essayé de donner leur définition. Elles sont toutes vraies un petit peu. Ça dépend de la vision que chacun a. On parle d'intelligence artificielle à proprement parler comme un domaine depuis 1956. À partir de ce moment-là, ça a été étudié comme un domaine à part entière. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est un regroupement de plein d'autres domaines. Donc, ça regroupe la psychologie, ça regroupe les sciences humaines, les neurosciences, l'informatique évidemment, la biologie, la linguistique. Pour créer un système intelligent, c'est d'avoir trois propriétés de base qui seraient que le système soit proactif, donc qu'il ne reste pas sur place, qu'il cherche toujours à faire des actions pour évoluer dans son monde, dans son environnement, qu'il puisse donner du sens aux actions ou aux choses. Ça, c'est un point assez compliqué. Et aussi, un troisième point, c'est qu'il faudrait un partage d'informations. Nous, en tant qu'êtres humains, on est toujours en train d'échanger des informations avec les autres, récupérer des informations, enrichir nos connaissances, et c'est exactement le même principe qu'il doit avoir un système intelligent. Dès qu'on a un téléphone, un smartphone, maintenant pratiquement tout le monde a un smartphone, rien qu'utiliser l'application Google Maps, à Tokyo, les transports sont beaucoup plus compliqués qu'en France. Il y a énormément de lignes de train qui représentent les tramways en France, dirigées par des compagnies différentes. Et quand on utilise donc l'application Google Maps, ce qu'on va voir, c'est que quand on va chercher une destination, donc je suis à Nakano, je voudrais arriver à Shinjuku, le centre, je regarde sur Google Maps va me donner une liste de trains à prendre, de routes, en fonction, avec un temps, avec un prix. Et la façon dont est calculée ces routes, dont est fournie ces routes à l'utilisateur, c'est chaque utilisateur de Google Maps, si on partage nos informations avec Google, évidemment, et grâce à des informations de géolocalisation, Google va pouvoir calculer la route la plus rapide, ou savoir s'il y a un accident, par exemple. Donc, on ne le voit pas forcément, mais l'IA est présente partout. On l'utilise au quotidien, que ce soit même pour les messages, que ce soit pour les recherches sur Internet. Évidemment, on le voit plus facilement quand on parle de robots. Alors, il faut distinguer deux choses. L'IA faible et l'IA forte.
les motivations premières du domaine de l'intelligence artificielle étaient du coup de créer une IA forte, un système intelligent qui est capable dans n'importe quelle situation de s'adapter, d'évoluer, d'apprendre de son environnement. Un bébé, quand il va naître, il arrive dans un environnement qu'il ne connaît pas et petit à petit, avec l'éducation de ses parents, avec des essais, aussi beaucoup d'essais, il va apprendre de son environnement et forger une connaissance. Donc, c'est ce qu'on appelle l'IA forte. Et l'IA faible, ce sont des systèmes du coup plus fermés où le monde est restreint. On va en fait leur assigner une tâche. Donc, l'exemple, par exemple, sur Google Maps, le système qui est derrière va servir uniquement à calculer des routes. Il ne servira jamais à ouvrir une porte de frigo. Pour réussir à avoir ça, une IA qui prenne des décisions dans le cas général, dans n'importe quelle situation, il faudrait en fait une combinaison de plusieurs techniques. Donc, IA développemental, machine learning pour beaucoup d'apprentissage, reconnaissance d'image, énormément de techniques combinées. Mais évidemment, maintenant, l'IA, les systèmes sont déjà capables de prendre des décisions, théoriquement, on va dire, sous forme de résultats de l'algorithme dans un domaine fermé. Est-ce que vous connaissez un peu de cybersécurité? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, faire quelques exemples peut-être? D'objets connectés, on a beaucoup d'informatique, on a beaucoup d'ordinateurs, de téléphones, on a même des frigos connectés. Tout est connecté, interconnecté. Et le problème de ça, c'est que ça va créer en fait des flux de données importants, mais aussi des failles, parce que plus on va développer de choses, la quantité de logiciels, la quantité de services fait qu'ils ne peuvent pas être tous d'une qualité irréprochable, comme les grosses entreprises, qu'on peut citer Google, Amazon, Apple, par exemple. Eux, ils vont faire très attention à la sécurité, mais les plus petits systèmes seront plus enclins à avoir des failles. Oui, donc cette année, j'ai fait un petit projet en intelligence artificielle qui visait à découvrir un mot de passe, transformer le mot de passe comme si c'était de l'ADN, de l'ADN humain. Donc on va avoir une lettre, un caractère du mot de passe, ce sera un gène. Ce gène, on va lui donner des propriétés et on va en fait le faire évoluer. Et en fait, on va créer une population. On va appeler un génome, ça va être une instance de mot de passe, donc un individu dans notre population. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange ces populations, donc on fait comme s'ils allaient avoir des enfants, en faisant des croisements. Et en faisant ça, on va à chaque fois en fait calculer une valeur, calculer la valeur de, on va dire, utilité. Et en faisant ça, on va à chaque fois, à chaque population, on va créer de nouveaux individus qui vont créer donc une nouvelle population. On conserve les meilleurs. Et en faisant cette étape-là successivement, on peut arriver à craquer un mot de passe. Et ça prend très très peu de lignes de code. Ce qui prouve que le domaine de cybersécurité est, avec l'intelligence artificielle, je pense, deux domaines qui sont vraiment en constante évolution et qui doivent être en constante évolution et qui sont très intéressants. De toute façon, maintenant, on est obligé d'utiliser un ordinateur, obligé d'utiliser un téléphone, on est on est constamment avec la technologie entre les mains, quel que soit le métier. C'est important qu'ils s'intéressent à ces technologies-là pour les comprendre. Ils n'ont pas forcément besoin de développer des logiciels, mais savoir comment les choses fonctionnent, ça permet de toute façon de mieux les vendre, ça permet aussi de mieux les utiliser.